La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Une vie sans chocolat est une vie à laquelle il manque l'essentiel. Citation de Marcia Coleman et Frédéric Morton, qui sont tous les deux écrivains américains. Alors c'est avec cette citation que je vais introduire la personne qui va vous parler aujourd'hui de chocolat. Il s'appelle Bjorn et avec son épouse Julia, ils ont ouvert au 243 avenue Bruckmann à Uccle, donc à Bruxelles, Mike and Becky, qui est une chocolaterie artisanale. Et lorsque moi j'ai ouvert la porte de Mike and Becky, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Entre autres, et là je sais qu'il y en a d'autres à qui ça va rappeler des souvenirs aussi, entre autres le fait il y a bien longtemps, lorsqu'on circulait du côté de la gare du Midi à Bruxelles, il y avait une odeur de chocolat qui était dans tout le quartier. Pourquoi cette odeur de chocolat ? Eh bien tout simplement parce que la fabrique Côte d'Or se trouvait juste à côté de cette gare donc, du Midi, et c'était vraiment absolument fantastique. Hein. Parfois on prenait le tram simplement pour aller du côté de la gare du Midi et de sentir cette bonne odeur de chocolat. Et donc je vous l'ai dit en introduction, c'est avec son épouse Julia que Bjorn a ouvert donc Mike and Becky. Et puis moi j'ai essayé d'être un petit peu curieux. Je lui ai demandé, dites-moi Bjorn, vous et Julia, comment vous vous êtes rencontrés ? Julia et moi, on a étudié ensemble à Londres pour travailler autour des institutions européennes. Donc, après un an des études, c'était une master, on était arrivé donc à Bruxelles il y a 20 ans, là maintenant. Et notre première carrière, c'était donc autour des institutions européennes, Parlement européen, des ONG pour lesquelles on a travaillé et les autres. Et après 15 ans, on était rêvé un petit peu, c'est la quarantaine qui s'approchait, et tout, on réfléchit un petit peu, regardait un petit peu à gauche, à droite. Est-ce qu'on va faire encore autre chose dans notre vie ou est-ce que c'est ça ? Parce que je pense qu'on aurait pu facilement terminer nos carrières dans ce domaine-là, mais on se dit non, on va essayer quelque chose d'autre. Donc on a regardé à gauche, à droite, individuellement, chacun pour soi, et tout à fait par hasard, pendant une voyage de quelques jours à Prague, en République tchèque. On a donc trouvé un café, un Chococafé, qui existe encore là maintenant, même ils ont maintenant 3 ou 4 adresses à Prague. Si jamais vous allez à Prague visitez-les, le Chococafé est génial. Là, on reçoit comme une carte à vin, une liste avec tous les différentes chocolats chauds de différentes origines. Donc pas une chocolat chaud avec crème chantilly, caramel, M&M's, quelque chose comme ça. Ça c'est non, c'est vraiment différentes origines. Donc ça vient de Venezuela, c'est de Madagascar, et ça c'était fort impressionnant, tellement impressionnant sur nous que retour ici à Bruxelles, on a regardé, on a finalement décidé de se jeter dans le chocolat, dans la production de chocolat. Est-ce que ça a demandé une certaine formation ? Parce que je suppose que la fabrication de chocolat, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Non, pas du tout. Il y a pas mal de choses qu'il faut apprendre. Il faut aussi beaucoup d'expérience, donc ça prend du temps. Mais parce que c'est aussi un métier perdu, un petit peu, parce que c'est fort industrialisé depuis très longtemps. C'est fort industrialisé. Il existe très peu de faiseurs de chocolat, comme ça nous appelons des faiseurs de chocolat. Il n'existe pas des écoles où on peut apprendre ça. Donc on a appris ça en essayant, avec énormément de support de la communauté international, global, dans ce monde de fèves à la tablette bean to bar, donc de produire son propre chocolat à partir de fèves qu'on en achète. Et ça, c'est tout simplement, ça fait très chaud au cœur. Cette groupe, elle est énorme et c'est rempli des grands vedettes dans ce domaine de partout du monde. Donc vous avez appris comment on faisait le chocolat. Et justement, comment est né ce café Mike et Becky ? Voilà, ce qui s'est passé, c'est de retour à Bruxelles, on a d'abord vu qu'une propre
café pour un chocolat chaud, ça n'existe pas. La plupart des chocolats chauds, c'est des sortes de CCML à base de l'eau, plein de sucre. On a trouvé 2 adresses que pas de problème, n'hésite pas de le mentionner, c'est Laurent Gerbeau et Frédéric Blondel, quand c'était encore Place Sainte-Catherine. Les 2 seules adresses où on a pu boire un bon chocolat chaud. Mais on se dit, voilà, il y a encore place pour une 3e. Donc c'est pourquoi on s'est dit, voilà, on va peut-être prendre cette piste-là, mais on ne voulait pas le croire que le bean to bar, donc le chocolat avec des fèves de qualité, où l'origine est plus importante, où il y a moins de sucre, donc les arômes sont beaucoup plus prononcés, que ça c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé en Belgique, parce que partout au monde on en parle, mais en Belgique c'est encore assez silencieux. Il y a peut-être Pierre Morcolini qui en parle, et quelques autres, mais c'est très 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 niche. Donc on se dit d'abord, on va faire une test en achetant, en important des tablettes de chocolat des faiseurs non belges de partout du monde pour le proposer ici dans un petit magasin en ligne. Donc on a créé un magasin en ligne, fait la promotion et vendu donc des tablettes de chocolat de Islande, de Vietnam, de Madagascar, des États-Unis, tous des chocolats super jolis emballage, des arômes formidables. Malheureusement, ça vient logiquement avec un prix plus élevé. On a fait ça comme test pour voir est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut aussi imaginer pour l'avenir. Est-ce qu'il y a une profession, il y a une business plan derrière tout ça. Et on était surpris par le feedback positif. Une tablette de chocolat pour 8 € d'Islande, par exemple, c'était vendu, mais directement, c'était dingue. On a fait des dégustations dans des hôtels avec des amis, tout ça. Donc, ça a tellement bien fonctionné qu'on s'est dit, OK, l'année prochaine, on va ouvrir notre propre enseigne. Et l'espace où nous sommes là maintenant, en fait, exactement cet espace ici, c'était encore à louer. Et on voulait faire une éphémère, donc juste pendant 3 mois, vendre les chocolats qui nous restaient dans notre magasin en ligne, ici, dans un petit magasin. Mais le propriétaire dit, non, éphémère, je ne fais pas, vous pouvez prendre le tout. Et donc là, on s'est dit, allez, mais c'est chouette. On aime bien le quartier, le caractère ici, c'est chouette, on peut bien imaginer tout ça. Donc, quelques mois plus tard, on s'est lancé dans cette aventure et on a créé, en octobre 2016, on a ouvert Mike & Pecky ici, place Van der Kinder. On précise, vous êtes avenue Bruckmann à Uccle, c'est à Bruxelles. Quelle est la différence entre fabriquer un chocolat à partir de la fève et fabriquer un chocolat à partir d'un bloc de chocolat ? Là, je ferai une très claire distinction. Quelqu'un qui travaille à partir d'un bloc de chocolat, c'est un chocolatier. C'est ça notre définition. Ma femme et moi, on dit c'est ça en fait la définition. C'est quelqu'un qui prend un chocolat, normalement fait par l'industrie, Callebaut, Belcolat, Cargill, Valrhona, des autres, donc des grands producteurs de chocolat industriels, qui donc font fondre cette masse et l'utilisent pour faire des pralines avec. Donc c'est aussi là, pour nous, la distinction entre chocolat et praline. Donc, parce que les pralines, ça c'est quelque chose, c'est ça la grande fierté, la grande culture, la grande tradition belge, c'est sur les pralines. Et ça, on ne touche pas. Ça, c'est ça. Mais sur la production de chocolat, nous sommes donc plutôt des compétiteurs, et nous nous appelons faiseurs de chocolat. Nous sommes plutôt des compétiteurs avec les gros machines, les gros producteurs industriels de chocolat. Pour donner un exemple, nous produisons chaque année autour de 2 tonnes de chocolat nous-mêmes. Torréfaction, vannage, broyage, toutes les étapes. Callebaut produisent 1000 tonnes par jour. Pour avoir une idée. Donc on est même pas une moustique, on est moustique de moustique. Donc comparé avec Callebaut. Mais voilà, c'est ça la différence. Un faiseur de chocolat sait d'où viennent ses fèves, il touche les fèves, il travaille les fèves, il fait la transformation de cacao au chocolat, et fait des tablettes avec ou autre chose. Et un chocolatier, il achète en fait d'une faiseur de chocolat son masse de chocolat pour faire d'autres choses avec. Et vos fèves de chocolat, elles viennent d'un pays en particulier ou bien vous avez plusieurs origines ? Dès le début, pour nous, c'était clair qu'on veut vraiment couvrir le monde. Donc on a vraiment, de chaque grande région, on a trouvé une plantation avec laquelle nous voulons travailler. Tout d'abord, pour nous, le plus important, c'est qu'il n'y a pas des enfants qui travaillent sur les plantations, que leurs parents sont proprement rémunérés, qu'il n'y a pas une déforestation, donc que tous dans un contexte durable,
socialement, mais aussi écologiquement. Et avec cette idée en tête, on a donc fait des recherches, on a parlé à pas mal de nos collègues, on a trouvé des importateurs, des traders, mais pas ces intermédiaires qu'on trouve partout qui justement veulent quelques pourcentages justement pour bouger le fève de gauche à droite. Non, ce sont des vrais chasseurs de cacao. Trois entreprises avec lesquelles nous travaillons qui sont vraiment géniales, qui posent les bonnes questions, qui font des bonnes recherches et qui emportent donc vraiment des très bons fèves de partout du monde. Pour nous, c'était donc le plus important qu'on peut proposer, et on fait ça d'ailleurs encore là maintenant, une dégustation qu'on appelle un tour du monde en 70%. Donc pas 80 jours, mais 70%. Et c'est ce qu'on a fait là. On a pris donc 5 origines, Amérique du Sud, Amérique centrale, l'Afrique, l'Asie. Et on a produit ce chocolat complètement identiquement au niveau de torréfaction, au niveau de sucre, pourcentage, tout ça, tout est identique. La seule chose qui change, c'est la fève. Et il ne faut pas être sommelier, grand expert de chocolat, rien de tout. Tout le monde va directement goûter et comprendre la différence entre les différents types de cacao. Et ça s'explique aussi, ce qu'on goûte, la différence, ça s'explique avec un différent type de cacao. Il existe aussi beaucoup de différents types de cacao, avec le terroir, avec les climats. On a, comme avec le vin, une différence d'une année à l'autre. Par exemple, au Pérou, quand il y a ce phénomène El Niño en Amérique du Sud, ça a un impact sur l'arôme de fèves d'une année à l'autre. C'est fascinant. Donc, si je comprends bien, goûter du chocolat, c'est comme goûter du vin. On peut presque décrire l'endroit où elle a été produite, où la fève a été produite. Pour nous, c'est tout simplement ça. On veut que le cacao reçoit la reconnaissance qu'il mérite. Le cacao, c'est un fruit, un arbre génial. Les arômes qui se trouvent là-dedans, c'est complètement dingue, et on est très triste et déçu qu'en fait, quand c'est produit au niveau industriel, que c'est rempli avec le sucre, mélangé des origines, et en fait, toutes ces magies est complètement disparu. On mange juste qu'une sucrerie. Quand on travaille proprement à partir de fèves, ce que nous et tous nos collègues faisons très attention, c'est de prendre juste une origine. Donc, on peut y mettre une adresse là-dessus. Et vous voyez sur notre emballage, par exemple, en nous écrivant le nom de la plantation. Dans les nouveaux emballages, on va encore plus loin. Donc, vraiment l'adresse. On peut, sur Google, trouver d'où vient les fèves de cette plantation. C'est un standard qu'on connaît avec le vin, je dirais même le vin le moins cher qu'on trouve dans les grandes surfaces, même ce vin-là, il a un nom, au moins pas le pays, c'est pas un vin de France, mais c'est une région, souvent, quasi toujours, avec une vraiment adresse, château de la je sais pas quoi, mais aussi l'année de la récolte, et souvent aussi le type de cépage. Pour nous, ça c'est exactement ça, le standard. Le standard, ça devrait être le standard, ça doit être le standard pour le chocolat. Et nous le faisons, et on espère que de plus en plus de gens comprennent l'importance de le faire, et aussi d'augmenter la pression sur l'industrie de faire pareil. Lorsque les fèves de chocolat arrivent chez vous, ici, donc avenue Bruckmann à Bruxelles, quelle transformation? Est-ce que vous les broyez, vous les cuisez? Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, ils arrivent chez nous dans les sacs jute, comme ça. Ils ont fait comme ça sur les plantations ou le centre de fermentation. Une fois quand ils sont faits, comme ça, ils sont envoyés chez nous. Donc, il n'y a pas quelque part où on ouvre Amsterdam, quelque part les sacs, on mélange tout et on les résemballage. Ça c'est pas fait comme ça. Ça arrive vraiment comme ils sont envoyés là-bas de la plantation, de la coopérative. Et ici, chez nous, on les nettoie à la main, parce que ça peut toujours arriver qu'il y a une petite caillou là-dedans, ou des fèves cassées. Ça, on ne veut pas. Ou voilà, des très petits fèves aussi, ça c'est pas bien pour la machine. Donc on enlève tout ça et on fait, la première étape, c'est la torréfaction.
qui, pour l'instant, se fait encore chez nous dans un four classique sur des plaques. Ça prend aussi pas mal de temps. On peut comme ça torréfier 5 kilos tous les 30 minutes. Et c'est ça notre façon de travailler, de torréfier le fève, qui donne donc, premièrement, un goût toasté. C'est comme avec les cafés, cette petite arôme en plus. Mais aussi, très important, ça tue tous les microbes, toutes les bactéries qui sont là-dessus. Donc c'est au niveau hygiène absolument important qu'on le fait. C'est pourquoi aussi nous ne produisons pas de chocolat cru. Parce qu'on ne sait pas comment proposer un chocolat cru sans de tuer tous les microbes. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais bon, à part ça, qu'est-ce qui se passe ensuite? On casse le fève, on enlève la peau et c'est l'intérieur, les gruyers ou les éclats de cacao. C'est ça qu'on met dans des broyeurs. Ce sont des grands cuves, fonds de granit, de roues de granit mis avec pression là-dessus. Et là, en français, on appelle ça le mélangeur. Nous préférons de l'appeler broyeur parce que c'est ça principalement ce qu'ils font. C'est là, en fait, on ajoute donc les éclats de cacao, le sucre, le poudre de lait, si c'est donc pour un chocolat au lait, et un petit peu de beurre de cacao en plus. Et là, on laisse travailler pendant 3 jours et 3 nuits, non-stop. C'est pourquoi aussi on a dû arrêter notre production ici dans cet café parce que c'est mixte, donc résidentiel, avec les grandes machines. Les voisins sont tombés du lit pendant la nuit, ils n'ont pas aimé. Je comprends très bien. Donc on a déménagé les grandes machines ailleurs et une fois qu'on s'est fait, le chocolat est fait et on les met dans des machine à tempérer. Ça, c'est notre dernière machine à tempéreuse. Et c'est la première machine de chocolatier. Et ça, c'est une machine qu'on voit partout. Tous les chocolatiers ont ça. C'est donc une cuve avec la masse de chocolat là-dedans, avec un circuit, et c'est le chocolat qui coule. Et comme ça, nous mettrons donc ce chocolat dans des formes, dans des moules. Après 20 minutes dans le frigo, on le sort, on le démoule et on a des tablettes de chocolat. Maintenant que vous parlez que vous mettez vos chocolats dans le frigo, pourquoi quand vous les enlevez du frigo, ils restent durs et ils ne refondent pas? C'est un petit peu différemment tout ça. Le chocolat dans le frigo, on a besoin de faire cette sorte de choc pour que la beurre de cacao qui est à l'intérieur se cristallise à cette température avec laquelle on met dans le frigo. C'est aussi des choses que j'ai appris là maintenant, c'est une sorte de biochimie qui est très important. Mais il me faut dire aussi que cette, je dirais peut-être même obsession, qu'un chocolat doit être brillant et lisse, c'est quelque chose qui est introduit par l'industrie. Cette forme de tempérer et de le faire adoucir à une forme d'une plaquette brillante, c'est pas nécessaire. Cette dernière étape, le tempérage, change absolument rien au niveau du goût. La seule chose que ça change, c'est la forme de présentation et la façon comment ça fond en bouche. Comment ça fond en bouche. Si on prend un chocolat non tempéré, tout le monde le connaît, on a laissé un morceau de chocolat dans la voiture quand il faisait chaud, ça réadurcit et il a des traces là-dessus. Je me rappelle, moi aussi, je l'ai jeté, j'ai cru que c'était du champignon, j'ai quelque chose là-dessus. Mais non, c'est justement le beurre de cacao qui est fondu, qui monte à la surface et qui se récristallise et qui laisse ces traces-là. Il n'y a rien de hygiénique ou mauvais, c'est juste que visuellement pas joli. Donc c'est tout à fait esthétique. Si on prend une chocolat comme ça, donc qui n'est pas tempéré, qui prend des formes bizarres parfois, plutôt poudré et gris, donc esthétiquement pas joli, mais si on prend ça, on le laisse fondre dans sa bouche ou par exemple dans une micro-ondes, et on fait la même chose avec le même chocolat tempéré, le résultat est identique. Le goût du chocolat, tout ça, ce qu'on a finalement en bouche est identique. C'est juste la façon comment ça fond en bouche qui est différente quand on fait à tempérage. Donc c'est un grand truc. Et nous aimerons bien aussi, et on va le proposer là maintenant bientôt, aussi dans une chaîne bio, où on peut donc acheter du chocolat en vrac, non tempéré. Donc ça nécessite un petit peu d'éducation pour les clients de comprendre
il n'y a rien de dégueulasse, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de faux. On a fait exprès, mais en coupant cette étape aussi, on peut proposer un chocolat de qualité, bean to bar, d'origine, mais aussi encore moins cher. Parce que c'est ça le plus grand souci avec tout ça, ce que je l'ai maintenant expliqué, ça vient avec un prix, évidemment. Si je prends une fève de chocolat que vous venez juste de recevoir, que je croque dedans, quel goût ça a? Est-ce que c'est un goût de chocolat déjà ou pas? C'est un goût de cacao. Donc la fruit, c'est une cacaotier, c'est une cabosse de cacao. À l'intérieur se trouvent les fèves de cacao. C'est ces fèves qui voyagent dans le sac jusque chez nous. On fait une torréfaction de cacao, on fait le vannage, craquer le cacao. C'est juste le broyeur, le mélangeur broyeur, c'est là le cacao devient chocolat. C'est ça le lieu de transformation. Donc tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'on craque là, c'est l'arôme de cacao, donc il n'y a pas de sucre ajouté. Donc c'est assez costaud. Des bons cacao de qualité, il y a différents types, vraiment des superbes qualités. C'est surprenamment pas amer, ça existe aussi, mais généralement on peut dire, si on mange de cacao comme ça, ça pourrait être un peu plus, pour le public général, un peu plus trop costaud. Mais on peut très facilement s'habituer. Et nous vendons ici des fèves complets torréfiées. Et on a vraiment pas mal des amateurs de ça qui mangent ça comme des cacahuètes le soir devant la télé. Il faut savoir, dans le cacao, et c'est la chose qui nous rend dingue, il y a une drogue. C'est le théobromine. C'est comme les caféines. Caféine aussi, c'est une sorte de stimulant. Et c'est ça, ce qu'on a dans le cousin de ça, c'est le théobromine qu'on a dans le cacao. Et c'est ça que te donne une petite, comme une petite espresso. Ça fait, les yeux s'ouvrent un petit peu, ça donne une petite pousse. Et c'est stimulant. Est-ce qu'il y a une façon de déguster le chocolat pour justement en tirer un maximum de saveur, ou bien simplement on le met en bouche, on le grignote, on l'avale, on le met en bouche, on le grignote, on l'avale? Je connais ce problème très bien, surtout qu'on a un petit peu faim, qu'on a besoin de ce petit peu de sucre. C'est un réflexe de vraiment, avaler, mordre dans le chocolat et de le manger très rapidement. Et nous essayons d'expliquer ça toujours, et on décrit ça aussi à l'intérieur de notre emballage, de prendre le temps de donner le cacao et le chocolat, de la nature et les gens qui ont travaillé avec, un petit peu de respect aussi, de vraiment prendre une minute, prendre vraiment ces moments de soi-même, pour soi-même, respirer un petit peu, faire peut-être d'abord, et je parle là maintenant de chocolat de bonne qualité, donc le bean to bar, ça on ne peut pas faire avec un chocolat de supermarché, de le sentir avec le nez. Là déjà on trouve pas mal des indices, ce qu'on va goûter, de mettre ça dans sa bouche, et ça c'est absolument crucial de ne pas croquer. Donc vraiment laisser fondre. Et je sais que c'est dur. Parfois il faut vraiment que je croque directement, mais non, on a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus on comprend beaucoup mieux le chocolat si on le laisse fondre. Donc, et ça prend aussi beaucoup plus de plaisir comme ça. Donc, idéalement, on ferme ses yeux et on laisse fondre. Ça prend beaucoup plus longtemps, comme si on le mange, si on le croque. Mais c'est ça le vrai plaisir. Et là, c'est ça ce qu'on appelle un profil de chocolat qu'on découvre. Et parfois, ces profils, ces caractères, c'est dingue ce que se cache dans le bon cacao qui commence très intense et après devient tout en coup doux, un petit peu acidulé. À la fin, on a cette bombe fruitée. C'est dingue ce qu'on trouve dans les différents profils de cacao. Et pour accompagner le cacao, un café ou pas? Avec un café, je dirais soit un chocolat au lait pour l'équilibrer, ou soit un chocolat à haut pourcentage pour le pousser. Généralement, nous disons de faire attention de mélanger des arômes. Donc nous sommes puristes, donc nos chocolats sont toujours des chocolats purs, des bons fèves, du sucre le moins possible, parfois
pour le chocolat au lait en poudre lait, mais c'est ça en fait, c'est ça donc le vrai cacao. Nous faisons quelques mariages d'un cacao avec par exemple la mangue ou le café ou le framboise, ça on appelle ça les mariages, mais ça c'est plutôt pour jouer. Pour nous le plus important c'est donc la pureté, et cette pureté, déjà de découvrir ça dans la bouche c'est génial, mais de faire attention avec les mélanges avec autre chose. On peut très bien les mélanger avec un café, et ça c'est à chacun de trouver soit son café préféré et trouver donc un chocolat qui vient avec, ou on prend son chocolat de préférence et trouver un café avec. C'est à chacun soi-même de trouver ça. Ça peut être un très grand plaisir de le faire. Ce que nous recommandons pareillement faire, c'est de faire ça avec par exemple le vin. C'est un très grand plaisir de faire ça aussi, surtout quand on, à nouveau, prend le temps de le savourer, de le déguster, de laisser développer les arômes. Et ça marche avec le thé, avec le fromage, on a fait ça, c'est dingue aussi, comment ça se mariait. Donc, toujours de prendre des arômes purs. Par contre, en parlant de mariage, vous ne pourriez pas marier le chocolat avec du miel ou avec du vin, pas de liquide, hein, c'est ça que vous avez dit quand on préparait cette interview. Oui, exactement. Donc, dans la préparation du chocolat, ce qu'on ajoute dans le broyeur, la grande machine, le cuve avec le fond granit et les roues en granit, là, on ajoute le sucre, une substance assez sec, le poudre de lait. Oui, donc on n'y verse pas du lait liquide. C'est ça aussi, les gens ont cru qu'on met juste qu'on ouvre le lait et on met ça là-dedans. Non, ça doit être le poudre de lait. C'est pourquoi on trouve très rarement que avec des recettes très spéciales, on peut faire un chocolat avec du miel. Parce que ça serait chouette, évidemment aussi, de remplacer le sucre avec du miel. Mais c'est très difficile à faire parce que le miel, il est trop liquide pour tout ça. Donc on ne peut pas ajouter quelque chose de liquide dans la production de chocolat. Alors, on connaît la Belgique et la Suisse comme étant le pays du chocolat. Alors, vous venez d'Allemagne, votre épouse vient de Russie. Est-ce qu'on produit aussi du chocolat de qualité dans ces deux pays ? Là, maintenant, oui. Absolument. Mais je ne parle pas des grands enseignes. On connaît Milka en Allemagne, on connaît Rittersport. Il y a pas mal des autres marques. Évidemment, l'Allemagne est grande et aussi très industrialisée. En Russie, la même chose. Ça existe toujours, des producteurs industriels de chocolat, mais avec des ingrédients qui font peur, qui sont vraiment pas bien, et surtout, et c'est ça notre grand appel, avec des fèves de cacao qui sont cultivées et récoltées par des enfants. Et ce n'est pas une exception, c'est presque, on peut dire vraiment la règle dans les pays comme Ghana, Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que les deux pays ensemble produisent 70% du cacao mondial. Donc c'est un problème connu, mais voilà, l'industrie, jusqu'à présent, l'industrie fait rien. Ils font quelques petits programmes privés, mais c'est tout. Donc ce qu'on a vu là maintenant en Allemagne et en Russie, c'est aussi comme nous, des petits enseignes, des petites entreprises qui se lancent dans la production de leur propre chocolat. Mais attention, et ça fait partie de toute cette communauté globale, on ne met pas en avance la deuxième adresse. J'explique. Dans le chocolat, il y a deux adresses. Il y a une adresse d'où vient le cacao, et la deuxième adresse, c'est où on fait la transformation de cacao au chocolat. Cette deuxième adresse donne par exemple à nous le droit de dire que notre chocolat, c'est chocolat belge, parce que c'est produit ici en Belgique. Cette deuxième adresse a zéro impact sur la qualité, l'arôme, rien du tout. Parmi les meilleurs producteurs, parmi les meilleurs chocolats qu'on peut trouver là maintenant sur le marché, moi je dirais, il n'y a pas de Belges, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Suisses. On y trouve, à mon avis, des Islandais, des Vietnamiens, des Lituaniens, des Américains, des Canadiens. Donc, ce ne sont vraiment pas des pays qu'on a sur notre liste en disant « ouais, ce sont des grandes cultures chocolat », mais non. Donc, ça montre très bien qu'en fait, cette deuxième adresse est complètement pas importante. Donc, on trouve là maintenant, en Russie, quand on parle de chocolat russe, on dit « ça peut être quoi ?» En Russie, là maintenant, on a 4-5 marques différentes qui sont taille comme nous, quelques-uns déjà aussi plus grands,
qui produit un chocolat mais magnifique, parce que voilà, eux ils ont donc des chouettes liens, par exemple avec les Venezuela. Un petit détail de la politique mondiale. Venezuela, tout le monde le sait, là maintenant ils sont en des grandes difficultés. C'est un pays c'était quasi socialiste, avec des très bons liens avec la Russie. C'est pourquoi nos amis en Russie ont eu l'opportunité, la chance de acquérir des fèves de Venezuela, qui sont là maintenant, qui sont toujours parmi les meilleurs du monde, mais très difficiles à obtenir là maintenant avec la crise. Mais on trouve là maintenant quelques faiseurs de chocolat russe qui produisent des fèves vénézuéliennes, des chocolats vénézuéliens avec des fèves de Venezuela, et c'est magnifique. C'est magnifique, c'est tout simplement génial. Donc, je fais ici un petit appel de commencer à ignorer la deuxième adresse. Donc, un chocolat allemand ou un chocolat suisse, un chocolat belge, un chocolat russe, en soi, ça n'a pas de valeur. C'est l'origine qui compte. Le Madagascar, le Venezuela, et là maintenant encore plus précisément, Sud del Lago en Venezuela, ou Sambriano en Madagascar. Donc vraiment l'adresse, la région, la coopérative d'où vient le cacao. Votre nom, Mike and Becky, ça vient d'où? Voilà, la petite histoire là aussi, quand on s'est dit, voilà, on va se lancer, on a vu... Que tout le monde parle des grands chocolatiers. Il y a Marcolini, il y a en France Ducasse, Clusiel, et ce sont surtout des messieurs seuls, et c'est surtout des chocolatiers qui font donc des pralines. Donc on a vu une certaine tradition pour le chocolatier d'utiliser le nom de famille. Maintenant, parce que nous sommes une couple, de faire un chocolat avec mon nom de famille et le nom de famille de Julia, ça fait c'est bizarre. Donc on s'est dit, on va faire ça différemment. Et en plus, on n'est pas chocolatier, on est faiseur chocolat. Prenons notre prénom. Et notre prénom, c'est donc Julia et Björn, un nom suédois. Très difficile à prononcer pour la plupart de mes amis francophones. Donc ça fait Björn et autre chose, mais c'est Björn. Mais bon, Julia et Björn, ça fait très Ikea, ça fait très ABBA, quelque chose comme ça. Donc on s'est dit, non, ça va pas marcher. Donc qu'est-ce qu'on a fait aussi pour reconnaître un petit peu que Bruxelles est très international, donc surtout, je dirais même très, très anglophone, et pour être neutre au niveau de ce débat francophone-néerlandophone, on prend l'anglais, et on a créé donc notre nom avec comme des dérivations des noms de famille. Et le nom de famille de Julia est Mikierova, et Mikierova, ça fait Mike, et Becker, c'est mon nom de famille, Becker, ça fait Becky. Donc en fait, moi je suis Becky, et elle est Mike. Et c'est pourquoi, voilà, nous sommes Mike and Becky. Merci Björn de nous en avoir dit beaucoup sur le chocolat. Je vous rappelle que si vous avez, vous qui nous écoutez, envie peut-être d'aller déguster un chocolat chaud ou de croquer dans des tablettes de chocolat après les avoir achetées bien sûr, eh bien vous allez chez Mike and Becky, la chocolaterie artisanale située 243 avenue Bruckmann à Uccle. Alors avant de vous quitter les auditeurs, j'ai 2-3 petites choses à vous dire comme d'habitude. Si vous avez aimé, eh bien dites-le nous, cliquez sur like, partagez aussi ce podcast un maximum avec vos amis et puis abonnez-vous. Comme ça vous serez tenu au courant de la prochaine publication des interviews d'Eric Cooper. Vous pouvez nous laisser un commentaire sympa aussi, et que de vous dire d'autre si ce n'est que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Que la force soit avec vous. Et à bientôt. Ça y est, c'est fini.